C'est important avant de se lancer en plus en politique, parce que moi j'en avais jamais fait, donc d'aller à la rencontre des Villeurbanaises et des Villeurbanais. Donc c'est vrai que j'ai passé un an à en rencontrer le maximum, et j'avais été quand même marqué par un propos que je retrouvais très régulièrement, où finalement la ville avait perdu son imaginaire positif, c'est-à-dire que ce qui m'était porté à connaissance sur la construction de la ville, ce devenir, était très souvent formulé avec des termes négatifs. Et bien sûr avec la question de la construction, en disant vous bétonnez de partout, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, on n'est jamais associé à la construction de la ville finalement. Et avec à la fois quand même une compréhension qu'il est nécessaire de construire pour continuer à pouvoir se loger à des prix abordables, y compris quand je mobilisais l'argument de dire mais si j'arrête de construire, où est-ce que vos gamins vont aller, où est-ce qu'ils vont se loger si ils veulent se mettre en ménage, s'ils veulent prendre un peu leur indépendance. Et je sentais que cet argument portait, mais par contre, tout l'imaginaire autour de continuer à construire, continuer à faire des logements, semblait entaché d'une forme de péché originel, en fait. Et donc c'est à ça, moi, que je pense qu'on doit travailler collectivement, et le on étant le politique, mais aussi les acteurs de la ville, comme les promoteurs que vous représentez peuvent le faire, parce que sinon, on va arriver à des situations de blocage caricatural où on va inventer un contre-imaginaire qui va être la ville vitrifiée, sanctifiée, sur laquelle on ne peut plus rien faire, et je pense que ça va à l'encontre de ce dont on a besoin pour loger à un coût abordable, mais aussi ce dont on a besoin pour s'engager résolument dans la transition écologique. On ne peut pas se dire qu'on va lutter contre l'artificialisation des sols et dire qu'on arrête de construire dans des métropoles aussi attractives que celle du Grand Lyon et que la ville de Villeurbanne. Et donc c'est dans cette tension en fait qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Et c'est vrai que j'avais été très marqué pendant cette campagne. J'avais fait le choix, comment dire, de la complexité et de faire confiance à l'intelligence des Villeurbanaises et des Villeurbanais. Et donc, je n'ai jamais eu de propos en disant on va arrêter de construire, on va arrêter de bétonner, etc. J'ai dit on va continuer à le faire, mais on va trouver ensemble les moyens pour que ça participe d'une ville désirable, que ça participe, on peut employer le mot, parce que vous êtes des professionnels de l'immobilier, mais d'une nouvelle urbanité en fait. Et la nouvelle urbanité, c'est la question des logements, c'est la question des services, c'est la question de la qualité des espaces publics, c'est la question de la place de la végétalisation dans la ville. Et c'est à cela qu'on doit travailler ensemble si on veut continuer à finalement faire évoluer nos villes dans le bon sens, tout simplement. Par rapport à la ville qu'on doit construire demain, je crois que son acceptabilité, elle passe par plusieurs choses. Elle passe par le fait qu'il faut que chacune et chacun puisse se projeter dans le fait d'habiter ici. Et se projeter dans le fait d'habiter ici, c'est la question des prix. C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir des valeurs de vente qui sont éloignées du quotidien des citoyennes et des citoyens, et éloignées, je ne parle pas forcément des plus pauvres, je parle aussi de la classe moyenne, il y a un moment où du coup on n'arrive plus à se projeter dans la ville. Et donc on a l'impression qu'on est en train de construire une ville qui n'est pas pour soi, et donc du coup on ne la défend pas, et donc on ne défend pas les projets immobiliers qui sont associés. Donc on a un enjeu là-dessus, pouvoir se projeter sur le fait que ce qui est en train de se construire, ça peut être pour moi, ou ça peut être pour mes enfants. Puis la deuxième chose, c'est comment est-ce que la ville qui est en train de se construire, ce qui va se générer, ça va être positif pour moi, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de services, plus de commerce, un cinéma, des parcs, de l'espace vert, voilà. Et donc c'est vrai que notre mandat, en fait, il pose trois choses au-delà de ça. Il dit qu'il faut qu'on réussisse concomitamment la transition écologique, lutter contre les gaz à effet de serre, lutter contre finalement la destruction de la planète, pour faire les choses un peu simples, lutter contre les inégalités sociales, parce que ça, c'est le ciment entre nous si on veut arriver à faire en sorte que chacun se sente de cette histoire, et puis aussi la transition démocratique, c'est-à-dire la place que prennent les habitantes et les habitants dans les processus. Et concernant la question du logement, pour répondre à ces questions-là, oui, il y a une volonté de notre part d'être interventionniste. Alors, on n'en est pas encore à la collectivisation des sols, mais on dit aujourd'hui, la question du logement ne peut pas être laissée aux seuls intérêts du privé. C'est trop important pour que nous ne soyons pas coproducteurs de ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est pour ça que j'ai porté la question de l'encadrement des loyers. Il n'y a pas, comment dire, derrière cela de défiance vis-à-vis des acteurs. Simplement, je vois que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'on va réguler les loyers de sortie, que les acteurs sont responsables, et ça fait 20 ans, et notamment au moins 10 sur cette collectivité, qu'ils n'ont de cesse d'augmenter
monter pour atteindre des niveaux qui sont aujourd'hui intenables pour la plupart des habitantes et des habitants de notre ville. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'acheter ce qu'on est en train de produire. Et moi, ça ne me va pas. Donc c'est pour ça qu'en encadrant les loyers, j'envoie un signal en disant il faut trouver un moyen pour que nous soyons plus raisonnables collectivement sur la question des prix de sortie des logements. La deuxième chose qu'on pose, c'est on souhaite quand même une transformation un peu intellectuelle. Le foncier n'est pas un bien comme les autres. Le foncier, pour moi, c'est comme l'eau, c'est comme l'énergie. Ce sont des choses auxquelles tout le monde doit pouvoir avoir accès. Alors, je ne veux pas remettre en cause la question de la propriété individuelle, qui est l'un des socles de ce pays, de cette nation. Et donc, ce n'est pas à cela que je m'attaque. Simplement, je dis, je crois que le foncier ne peut pas être un objet de spéculation, parce qu'en fait, c'est ça qui, aujourd'hui, dévoie tout. C'est la course à l'échalote sur le foncier qui fait augmenter les prix d'une manière inconsidéré. Il me semble que je ne suis pas très éloigné en cela d'Alain Dinin dans ses propos récents en la matière. Donc certainement qu'il y a des endroits où on va se rejoindre. Si le grand patron de Nexity dit on n'est pas raisonnable sur le foncier, que le maire d'une grande ville, 19e ville de France, le dit, peut-être qu'on a des choses à construire ensemble. Et donc concrètement, pour faire aussi advenir cette idée, on va aussi développer des projets de type bail réel solidaire, qui sont des choses qui permettent de dissocier le foncier de la propriété immobilière. Et là, encore une fois, comme par hasard, quel est le premier opérateur à Villeurbanne après la collectivité quand même, parce qu'on a livré notre premier immeuble. Vous avez fait votre lancement d'opération il y a quelques semaines, donc la collectivité a été précurseur, mais on voit Nexity qui suit tout de suite et qui dit on va se positionner, certainement un peu orienté aussi par les collectivités, mais vous acceptez de jouer le jeu. Donc je trouve que ce sont des signaux qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils commencent à peut-être imprimer dans l'esprit des Français que le foncier peut être quelque chose sur lequel les collectivités ont une intervention pour le réguler, pour faire en sorte que ça ne soit pas un bien qui soit réservé à quelques-uns et qui serve à faire des plus-values sans logique, en fait, tout simplement, ou sans raison. Je crois que le changement de posture attendu de la part des promoteurs, c'est d'arrêter de penser que nos villes sont des terrains de chasse. Ce ne sont pas des terrains de chasse, ce sont des endroits sur lesquels on essaye de construire un cadre de vie qui permet l'émancipation, l'accès à la santé, l'accès à la culture. Et du coup, c'est trop important comme enjeux sociaux pour qu'on se dise que c'est un terrain de chasse ou un terrain de jeu. Ce que nous faisons est extrêmement sérieux. Ce que nous faisons a des conséquences sur la vie des gens. Et moi, ce que j'attends de la part d'opérateurs comme Nexity, c'est de la responsabilité. Une responsabilité sociale et environnementale. Et je ne suis pas en train de vous faire la leçon en vous disant comment vous devez faire votre métier. Je vous dis, attention, vous êtes un acteur majeur de ce que nous sommes en train de construire et vous devez prendre votre part de responsabilité. Et en ce sens, je trouve que Alain Dinin a raison de parfois mettre des coups de pied dans la fourmilière, y compris du côté de la profession. Alors, je ne méconnais pas ce que ça permet en termes de positionnement marketing, voilà, parce que pour avoir rencontré Alain Dinin à une occasion assez longue, il m'avait accordé un temps important, c'était le moment où je continuais à réfléchir là-dessus. Je vois bien aussi les questions de stratégique, mais ce que je demande à Nexity et aux opérateurs, c'est d'avoir une haute conscience de ce à quoi ils participent. Et le fait d'être des acteurs de la production d'un bien commun, eh bien, ça oblige. Voilà. Et je ne demande pas de rogner sur les marges, je ne demande pas de faire table rase d'un modèle économique qui permet de rémunérer un actionnaire. Ça n'a jamais été mon propos. Simplement, je dis, on peut très bien avoir un objectif de faire en sorte que les marges restent stables, et je crois que ce qui est important finalement pour un acteur économique, c'est la visibilité, c'est le long terme, c'est pas forcément toujours plus, parce que de toute façon, le toujours plus, il retombe pas forcément sur l'entreprise en elle-même, il va peut-être rémunérer davantage l'actionnaire, pas forcément un peu mieux les salariés. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le long terme, et je dis que si vous êtes dans cette logique-là, associé à la collectivité, peut-être qu'on peut faire quelque chose, parce que finalement, le foncier aujourd'hui, c'est ce qui va éventuellement faire baisser votre marge, c'est ce qui va nécessiter d'augmenter les prix, mais du coup, on se mord la queue. Donc, moi, je pense qu'à un moment, le fait de réguler le foncier, c'est plutôt intéressant pour la promotion privée, parce que ça permet de fixer un cadre. Quand il y a 20 ans, et sur cette métropole, on met en place les secteurs de mixité sociale, en disant c'est 25% de logements sociaux, voilà, tout le monde crie au scandale, ça ne va pas être possible, etc. Et une fois que c'est quelque chose qui est intégré dans les bilans d'opération, finalement ça ne change pas grand-chose en fait, parce que quand on sait ce qu'on doit faire avant de s'engager, on l'intègre
comme quelque chose qui n'est pas une variable, et puis ensuite on construit un modèle économique là-dessus. Ben, moi je crois que sur le foncier on peut faire pareil, quand on va commencer à dire que c'est pas possible que le foncier coûte plus cher que l'acte de construire, et aujourd'hui c'est le cas sur ma ville et sur notre métropole, on est à plus de 1 500 € du mètre carré de surface plancher sur le foncier, c'est pas possible. Moi je comprends pas comment un bien immatériel peut être plus cher qu'un bien matériel, je comprends pas comment le mètre carré de terre ça peut être plus cher que les heures des ouvriers payés à construire, à faire le bel ouvrage. Voilà, ça me dépasse et ça va en plus à l'encontre de mes valeurs. Donc je crois que ça doit être un signal d'alerte pour nous. Ne nous prenez pas pour des bleus. On déteste ça. Et en tout cas, je crois que de jouer la confiance, d'instaurer un rapport de transparence, moi ça me paraît clé. Et hélas, vous êtes une profession qui a une mauvaise image en la matière. On a toujours l'impression, quand vous rentrez dans notre bureau, qu'il va y avoir une entourloupe. Donc on est toujours en train de la chercher. Et je crois que ça vous fait perdre beaucoup de temps, ça nous met dans une posture de défiance, et je crois qu'on a besoin de construire la confiance. Et construire la confiance, ça veut dire non pas que la ville s'ingère dans le management, dans la question de la répartition des marges, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, vu que c'est un bien de première nécessité, il faut qu'on soit à livre ouvert. Et je crois que celles et ceux qui ont fait l'expérience de présenter les bilans d'opération, de faire voir les marges, de faire voir ce que générait des exigences complémentaires de la collectivité dans le montage d'opérations, sur cette ville en tout cas, ils n'ont pas été déçus par la réactivité de nos services et de nos élus. Et donc moi ce que je dis à celles et ceux qui bossent sur ces questions, et certainement qu'on va me traiter de naïf et de gentil, mais au moins je le dis que ça s'applique sur ce territoire, c'est que de jouer le jeu de la confiance, d'avoir cette responsabilité que j'évoquais tout à l'heure, de dire la ville c'est pas un terrain de chasse, c'est pas un terrain de jeu, c'est pas un endroit où on va essayer de choper des primes, parce que si vous concevez ce métier comme ça, vous allez le concevoir d'une manière qui n'est pas pérenne, c'est-à-dire que ça marchera une fois, ça marchera deux fois, puis ensuite on dira bah, c'est pas possible. Et si Nexity, pour le dire très tranquillement, continue à travailler à Villeurbanne, c'est parce que vous avez plutôt joué ce jeu-là. Vous n'êtes pas exempt d'avoir tenté certaines choses, mais la confiance n'a jamais été rompue. Et ça me semble extrêmement important. Et je sais que ce n'est pas forcément, notamment ce qu'on apprend dans les écoles au départ, en disant c'est la gagne, c'est la négo, c'est de demander beaucoup pour avoir un peu moins, etc. Je crois que ça c'est fini en fait. Enfin, moi en tout cas je n'y crois pas. Et c'est pas comme ça que je travaille, et c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler sur la ville. Je crois beaucoup plus à des choses un peu plus apaisées, à moins de rapports de force, à plus d'intelligence collective. Et je le redis, de nouveau, peut-être qu'on me prendra pour un gentil, mais je crois que celles et ceux qui ont suivi mon parcours savent que j'ai aussi un certain nombre de convictions et de solidité, et que je ne me laisse pas non plus complètement balader, mais je propose qu'on modifie un peu la nature de nos relations. Après, sur le travail que vous faites aujourd'hui, moi j'ai moins de choses à dire. Bien sûr, il y a de l'exigence architecturale, environnementale, mais je crois que c'est beaucoup plus sur la question de l'attitude au regard de la tension sociétale dans laquelle on est. Et on ira toujours protéger les habitantes et les habitants. Et si on n'est pas dans une relation de confiance, vous en ferez les frais. Et il n'y a qu'à regarder finalement le peu de maires qui continuent à avoir un propos volontariste sur la question de la construction. Donc si vous voulez qu'on continue, on a besoin aussi que vous nous aidiez à tenir à la fois le propos, à faire voir qu'on est respectueux des habitantes et des habitants, et à co-construire ensemble cette ville. Je pense que c'est un peu court, 5 ans. Je ne me projette pas sur le fait que je souhaite être réélu ou pas, mais 5 ans en matière d'urbanisme et de logement, c'est un peu court. Mais les tendances que je voudrais voir apparaître à la fin du mandat, c'est un apaisement sur les questions de construction, et c'est d'avoir renoué la confiance avec les habitantes et les habitants sur le fait qu'on ne fait pas la ville contre eux. On ne fait pas la ville contre leurs enfants, on ne fait pas la ville contre l'avenir de la planète, et qu'on est bien en train de faire la ville ensemble. Et ça veut dire qu'il faut que sur un certain nombre de projets, peut-être on prenne davantage de temps, le temps de faire émerger la volonté collective. Alors je sais que les promoteurs n'aiment pas quand ça prend du temps, mais je crois qu'il va falloir que dans vos modèles économiques, vous intégriez cela, parce que si votre modèle économique, c'est
je prends un foncier, 18 mois après, je sors le logement, et ben je pense que ça, petit à petit, ça va être difficile de continuer à faire comme cela. Donc il va falloir intégrer des temps un peu plus longs. C'est pour ça qu'en échange, moi je dis qu'il faut qu'on vous donne de la visibilité sur la question des marges, sur la question y compris des droits à construire. Enfin, on contractualise bien avec les bailleurs sociaux sur des volumes de construction sur les territoires. Moi, si demain on s'engageait dans cette direction, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Alors il ne s'agit pas de dévoyer au Code des marchés publics ou à un certain nombre de choses, mais on pourrait se dire qu'on travaille aussi là-dessus. Parce qu'en fait, il faut redonner du temps à tout le monde, parce que sinon, on va construire la ville trop vite contre les gens, et à un moment, on va tout bloquer. Donc la réussite de mon mandat, elle sera à l'aune d'avoir introduit cette question du temps. Le deuxième élément, c'est qu'on ait profondément amélioré la qualité architecturale et urbanistique de ce qu'on produit aujourd'hui, parce que quand on est dans des questions de temps, de rentabilité économique, où le foncier vient préempter la plus grosse partie de l'enveloppe, et bien la qualité architecturale baisse, et du coup, on ne fait pas la belle ville. On ne produit pas une ville belle, et ça, ce n'est pas possible, parce que petit à petit, les habitants et les habitantes ne sont pas bêtes, ils s'en rendent compte, ils voient bien le décalage entre l'haussmannien qui dure depuis 100 ans, ou les gratte-ciel qui sont juste là, la qualité de ce qui a été produit et puis ce qu'on livre aujourd'hui. Et donc ça, c'est pas possible. Mais je crois qu'en plus, vous aimez pas quand vous produisez pas des choses de qualité. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et puis le troisième axe, c'est de réconcilier transition écologique et construction, de donner à voir l'importance que de continuer à construire, ça permet de ne pas imperméabiliser les sols, que quand on construit systématiquement, on végétalise, on prend notre part de responsabilité dans la création d'espaces verts, de parcs publics, soit par des dispositifs de PUP ou autres. Voilà, moi, les tendances que je souhaite développer et sur lesquelles on est déjà au travail avec Agnès Touvenot, la première adjointe en charge de cela, et je conclurai là-dessus, je crois que ce qui dit finalement le mieux notre ligne de conduite, c'est que la première adjointe, elle est adjointe en charge de la transition écologique et de l'urbanisme et du logement. Vous aurez compris quelle est notre orientation et comment on travaille à Villeurbanne.